أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo dans la série Études et critiques, ça va être une série qui est appelée Liberté, égalité, fraternité. C'est le titre, d'une manière raccourcie, du livre de Seyyed Amar Nakshawani, Islam, liberté, égalité, fraternité. Avec le drapeau bleu, blanc, rouge, comme vous voyez. Et une femme légèrement voilée, qu'au départ, je vous avoue que je pensais que c'était Marianne. Et je pense que ça représente une Marianne islamique. La couverture n'est pas de lui, mais aujourd'hui, je vais pas vous parler de l'islam, je vais vous parler du slogan Liberté, égalité, fraternité et de Marianne. En fait, son livre est préfacé par Tariq Ramadan et après il fait un avant-propos, il parle des relations de la France avec l'islam, etc., etc. D'ailleurs, je ne comprends pas comment lui qui est dans la sphère anglophone, pourquoi il s'occupe des affaires de la France pour un sujet qui n'est pas islamique vraiment. Après, tout le long, c'est des petites conférences, bon, les réformes, l'islam et les réformes sur les droits de la femme, toute une histoire de dialogue qu'on va s'attarder à chaque fois à vous faire la lecture et à répondre, Inch'Allah. Donc c'est essayer un peu de répondre à tout ce qui est dit dans ce livre. Je vous avoue que quand un musulman appelle un livre Liberté, égalité, fraternité, c'est très suspect. Car généralement, c'est le slogan phare de la franc-maçonnerie. Et je vais y revenir à travers, donc j'ai pris Wikipédia et après je vais vous faire partager des lectures d'ouvrages avec des extraits. Car il y a un lien indéfectible entre la franc-maçonnerie et la Révolution française. Ce slogan est suspect. Cette image est aussi suspecte. J'avais pointé du doigt, je voyais ça comme une Marianne, mais on va dire qu'est-ce qu'est Marianne. D'autant plus que il est au fait toujours de la rhétorique occidentale, Monsieur Nakshawani. Et pour moi, il n'y a pas de hasard quand Tariq Ramadan préface son livre. Ce qui me désole, c'est que c'est un chiite, Amar Nakshawani, et il arrive à ce type de titre. Il va dire qu'il est réformateur, hein, on va dire ça. Et il faut savoir que Seyyed Amar Nakshawani est en relation avec un qui appartient théoriquement à l'école Shirazi, mais qui pour moi est très louche, qui vit en Australie, qui s'appelle Tawhidi, un cher Tawhidi, qui lui est dans le mondain. Il est dans le mondain, c'est-à-dire que il est typiquement il est carrément au Rotary Club qui n'est pas de la franc-maçonnerie, mais on pourrait dire c'est une crypto-maçonnerie, puisqu'en fait, c'est un club de pensée, hein, un peu comme Bilderberg, où les grands de ce monde se réunissent et discutent de l'avenir de ce monde. De contrôle, on s'aide entre nous. C'est de la franc-maçonnerie. C'est de la franc-maçonnerie. Donc, qu'est-ce que liberté, égalité, fraternité? Je pourrais discuter chaque point. Liberté, quel est notre rapport avec liberté, égalité, fraternité? Donc ce slogan avec l'islam, qui n'a aucun rapport en réalité. En islam, nous sommes dans une société hiérarchisée, où vis-à-vis d'Allah, nous sommes égaux, mais il y a chacun son rôle, suivant sa nature, car on dit que l'islam est la religion de la nature humaine. Fitra. Donc liberté, égalité, fraternité, bien sûr, c'est la devise de la République française.
Elle est également la devise de diverses obédiences maçonniques. Ça, c'est pas pour rien. Ces trois mots apparaissent parmi de nombreuses. Oh, j'ai oublié un mot en fait. Euh, C'est-à-dire là, on va dire, ces trois mots apparaissent parmi de nombreux ou bien de nombreuses slogans, discours, hein, pendant la Révolution française. En 1793, la Commune de Paris impose d'inscrire la République une et indivisible, liberté, égalité, fraternité sur la façade de l'hôtel de ville, sur tous les édifices publics de la ville et aussi sur des monuments aux morts. Cette devise est adoptée officiellement en France après 1879 par la Troisième République. Hein, Troisième République qui est une république en réalité des maçons. D'ailleurs, la preuve, hein, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Scandale au Grand Orient d'Emmanuel Thiebaud, qui nous relate l'affaire des fiches. L'affaire des fiches qui a permis, ils ont rédigé, le Grand Orient de France a rédigé près de 20 000 fiches entre 1901 et 1904. Et elles ont servi à bloquer l'avancement des individus considérés comme catholiques ou conservateurs. Et après, il y a quelqu'un qui a dévoilé cette affaire. Et c'est prouvé à travers les archives de la franc-maçonnerie dans ce livre. Un scandale. Donc, cette Troisième République a adopté officiellement et d'une manière définitive depuis 1879 le slogan liberté, égalité, fraternité. Concernant la Révolution française et la franc-maçonnerie. Regardez une phrase répétée par maintes et maintes fois par M. Philippe Blanquer-d'Assac, et même dans son livre sur la Révolution, sur la franc-maçonnerie, que vous pouvez vous procurer dans le site Cercle nationaliste français. La fameuse phrase de Marie-Antoinette, hein, qui nous dit en février 1781, car avant la Révolution française, les élites de ce monde voyaient qu'il n'y avait rien de méchant, c'était un club où tout le monde participe, il n'y a aucun problème. Que nous disait en février 1781 la reine Marie-Antoinette, qu'elle écrivait à sa sœur Marie-Christine. Je crois que vous frappez beaucoup trop de la franc-maçonnerie pour ceux qui regardent la France. Elle est loin d'avoir ici l'importance qu'elle peut avoir en d'autres parties de l'Europe. Par la raison que tout le monde en est. On sait ainsi que tout ce qui s'y passe, où donc est le danger. On aurait raison de s'en alarmer si c'était une société secrète de politique. L'art du gouvernement est au contraire de la laisser s'étendre. Et ce n'est plus ce n'est plus que ce que c'est en réalité, une société de bienfaisance et de plaisir. On y mange beaucoup, et l'on y parle, et on y chante. Ce qui fait dire au roi que les gens qui chantent et qui boivent ne conspirent pas. Ce n'est nullement une société d'athées déclarée, puisqu'on m'a-t-on dit, Dieu y est dans toutes les bouches, on y fait beaucoup de charité, on élève les enfants des membres pauvres ou décédés, on marie leurs filles, il n'y a pas de mal à tout cela. Ces jours derniers, la princesse de Lamballe a été nommée grande maîtresse dans une loge, elle m'a raconté toutes les jolies choses qu'on lui a dites, mais on a vidé plus de vers encore qu'on a chanté de couplets. On doit prochainement doter 2 filles, je crois après tout que l'on pourrait faire du bien sans tant de cérémonie, mais il faut laisser à chacun sa manière, pourvu qu'on fasse le bien, qu'importe. Une naïveté totale. Et elle arrive à dire comme quoi non, il n'y a rien de mal, hein, ils élèvent des enfants. Ils élèvent des enfants pour quel but, hein? On connaît leur rite satanique. Et elle est totalement naïve en fait. Je vais vous citer la référence de ce passage. C'est entre autres dans Paul Vogt d'Undolstein, correspondance inédite de Marie-Antoinette publiée sur les documents originaux, Paris,
E. Dentu, 1864, page 95-96. Donc la reine de France, elle était la future victime de la franc-maçonnerie, comme son amie la princesse de Lamballe de la Vindique révolutionnaire. Elle rassurait sa sœur comme quoi il n'y avait pas de danger pour la franc-maçonnerie. Pourtant, dès juin 1794, un correspondant du Gentleman Magazine londonien tenait à expliquer à ses lecteurs un curieux phénomène continental qu'il ignorait largement. En effet, écrivait-il, une opinion relative à la Révolution française prévaut sur le continent. Cette opinion en question est que les mystères de la franc-maçonnerie ont dans une grande mesure contribué chez un peuple voisin, la France, à ces changements dans le sentiment et dans la moralité, aussi bien que dans le gouvernement, que les nations alentours voient avec beaucoup d'étonnement. J'irai plus loin à travers le livre de Maurice Taillemer. Qu'est-ce qui se passait avant la Révolution? Comment ont-ils comploté? Ça, c'était Gentleman Magazine, tome 64, 1794, page 491, 493. Et de citer comme principal propagandiste de cette opinion l'ouvrage de l'ancien supérieur du séminaire Eudice de Caen, François Lefranc, Le voile levé pour les curieux, ou Le secret de la Révolution de France, révélé à l'aide de la franc-maçonnerie, publié en 1791 et déjà réédité en 1792. Je reviens pour un problème technique tout de suite. Maintenant, la franc-maçonnerie et la Révolution française, un excellent livre que je vous conseille. Maurice Taillemer, que nous dit-il? Donc les liens entre la franc-maçonnerie et la Révolution française. On sait que la première manifestation révolutionnaire du tiers-État en 1789 fut de s'ériger à Versailles en Assemblée nationale. Là, vous allez voir les liens. Et que la formule fameuse « déclarer la patrie en danger » devait devenir sacramentelle en 1792. Je cite Maurice Taillemer. Or, en 1771, à la suite de graves crises intérieures, la maçonnerie se déclare en danger. Elle appelle à Paris des délégués de tous les points de la France, et ces délégués, 18 ans déjà avant 1789, se réunissent en Assemblée nationale. De plus, les premiers maçons établis en France vers 1723 étaient des jacobites. Et le grand club directeur de la Révolution est le club des Jacobins. Condorcet, dans la 7e époque des progrès de l'esprit humain, désigne la franc-maçonnerie comme une continuation mystérieuse de l'ordre des Templiers. Et Louis XVI a pour prison le Temple, ancien asile de ces mêmes Templiers. La grande assemblée annuelle des francs-maçons s'appelle le Convent, et la plus fameuse assemblée révolutionnaire s'appellera la Convention. La maçonnerie, quand elle avait à proscrire un adepte, le déclarait suspect, et chacun sait comment sous la terreur on était déclaré suspect. D'après Louis Blanc, le récipiendaire en maçonnerie se coiffait d'un bonnet, pendant qu'on lui disait « ce bonnet vaut mieux que la couronne des rois ». Or l'orateur au club des Jacobins se coiffait du bonnet rouge. On va revenir aussi sur le bonnet phrygien, puisqu'après je vais vous parler de Marianne et ses origines. Enfin, l'une des épreuves de la franc-maçonnerie avant la Révolution consistait à faire opérer aux dignitaires maçonniques l'exécution en effigie d'un roi de France, sur un mannequin représentant Philippe le Bel, le prince même qui avait exterminé l'ordre des Templiers. Et l'acte suprême de la Révolution devrait être de même l'exécution du roi.
Un bas de page, une note de bas page, où il est dit: il faut encore ici renouveler l'épreuve du grade où l'initié se change en assassin. Mais le maître des frères à venger n'est plus Hiram, c'est Mollet, le grand maître des Templiers. Et celui qu'il faut tuer, c'est un roi, c'est Philippe le Bel, sous qui l'ordre des chevaliers du temple fut détruit. Au moment où l'adepte sort de l'antre, portant la tête de ce roi, il s'écrie: Nécom, je l'ai tué. Tout cela, bien sûr, totalement satanique. Et quand on voit des gens maintenant qui sont attirés par la franc-maçonnerie, qui en vérité leurs rites sont totalement sataniques. Théoriquement je dis bien, ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans devraient aller vers ces mouvements-là. Mais quand vous voyez encore une fois le titre de l'auteur là, de ces démarches sur une liberté, égalité et fraternité, tout cela est très très suspect. Avoir des liens avec certaines personnes du Rotary Club. Je continue. Je n'ai point pris de connaissance du grade des Kadosh, simplement dans les livres de M. Montjoie ou M. de Lefranc, je les tiens des initiés eux-mêmes. Ça, c'est Barruel, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme, tome 2, page 220, Hambourg, 1803. Je continue, parce que c'était un bas de page, je continue le texte. Doit-on donner d'ailleurs à ces premières remarques plus d'importance qu'elles n'en comportent? Non, et ce sont là peut-être là de pure coïncidence, mais nous pouvons déjà cependant avec ces coïncidences nous sentir dans une certaine atmosphère. Plus loin, il me semble que j'avais mis de côté un autre extrait qui rejoint à peu près cela, ces liens. Avant la Révolution, que nous disait Voltaire dans sa correspondance. Il faut, écrit-il, agir en conjuré et non pas en zélé. Que les philosophes véritables fassent une confrérie comme les francs-maçons. Que les mystères de Mitra ne soient pas divulgués. Les mystères de Mitra, la religion de l'ancienne Perse. Frappez et cachez votre main. Donc qu'est-ce qu'il y a de religieux? Et il faut poser la question, pourquoi à Paris entre autres et dans beaucoup de villes de France, il y a tout un tas de monuments qui sont totalement dédiés aux Grecs, avec des symboliques grecques ou autre chose, car ils sont très superstitieux et ils attachent une grande importance à tout cela, et à Pharaon, les symboles pharaoniques ou autres qu'on peut retrouver. Il y a un excellent livre que j'ai oublié l'auteur qui s'appelle Paris franc-maçon, vous allez retrouver tout cela. Même Paris est divisé avec des axes francs-maçons, où les francs-maçons vivent sur ces endroits-là. C'est lié au soleil qui se lève à un certain moment, à une certaine période de l'année. Et pour un initié franc-maçon, ça lui fait très plaisir de voir que la masse ne comprend rien à ces symboliques, et eux, ils traversent comme un parcours initiatique Paris. Et leur objectif, bien sûr, principal de ces francs-maçons dans les pays chrétiens, c'était de détruire le christianisme. D'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot, mais je pourrais. De toute façon, il y a un spécialiste concernant Notre-Dame de Paris qui a dit que le bois de chêne qui a 300 ans ou 400 ans ne peut pas brûler de cette manière. Il ne faut pas oublier qu'à Amiens, ils ont reconstruit. Je ne sais pas s'il y a eu un incendie ou autre, mais j'ai entendu cette information. Et finalement, ça a été reconstruit avec certaines symboliques sataniques. Donc vous attendez bien que quand ils vont reconstruire, ils ne vont pas reconstruire à l'identique, ils vont nous mêler quelques symboles encore une fois pour détourner ce monument dédié à la chrétienté. D'ailleurs, de toute façon, même s'il n'y aurait pas, tout cela est devenu un piège à touristes. Vous allez à la cathédrale Notre-Dame de Paris avec tous les attentats, toute la menace d'attentats, vous avez l'impression qu'il n'y a plus aucun plaisir d'aller là-bas. Vous passez, vous faites la queue pendant je ne sais pas combien de temps. Et en réalité, tous ces monuments sont dénués de sens maintenant. Et Macron nous parle comme quoi, en gros, comme quoi, oui, il faut reconstruire le patrimoine. Il s'en fiche complètement. Ce qui compte pour lui, c'est l'argent. Puisque maintenant, même pour monter dans la tour, pour visiter, avant, c'était pas vraiment payant. Il y a beaucoup de choses qui sont payantes maintenant là-bas. À la colère. Et je continue.
qu'est-ce que Mitra, et en parlant du lien avec, vous attendez bien qu'il va y avoir encore un symbole lié à Pharaon, ou autre commun comme la pyramide du Louvre, ou autre, avec 666 carreaux, hein, triangles, qui forment une pyramide. Frappez et cachez votre main. La margrave de Barreit, la princesse Wilhelmine, devient pour lui la sœur Guillemette, et lui adresse elle-même des lettres commençant par ces mots, la sœur Guillemette, au frère Voltaire. Il avoue lui-même dans des lettres qui sont célèbres qu'il rend le pain béni, et qu'il communie par imposture afin de mieux tromper les gens. Généralement, les satanistes, ils utilisent des rites qui sont considérés sacrés dans les religions, ils les détournent pour créer le blasphème et pour attirer les satans. À un certain moment, il entreprend toute une intrigue dans le but de faire reconstruire le temple de Jérusalem. Ça, c'est la lettre d'Alembert, 1561, 1763-1768, citée par Barruel dans les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, et lettre à Catherine de Russie, 1771. À un autre moment, il entreprend encore une autre intrigue, d'accord avec Ed d'Alembert, pour arriver à décider Louis XV à fonder dans tout le royaume des écoles professionnelles gratuites, ou sous le couvert d'un soi-disant enseignement professionnel, on devait enseigner clandestinement au peuple la révolte et la sédition. Bertin, l'administrateur de la cassette royale, avait fini par se décider à couper court à ce complot. Il avait fait une enquête et qu'avait-il découvert? Toute une conspiration de colporteurs qui couraient les campagnes et vendaient à des prix insignifiants des ouvrages incendiaires dont on leur remettait gratuitement des quantités. Toujours Barruel, tome 1, chapitre 17. Des maîtres d'école étaient déjà même affiliés à la conjuration, et notamment dans les environs de Liège, où ils lisaient à des enfants dans des réunions secrètes des livres qu'on leur expédiait par ballot. Et ces maîtres d'école étaient précisément ceux qui, publiquement à l'exemple de Voltaire, et comme par un mot d'ordre, accomplissaient leur devoir religieux avec la dévotion la plus démonstrative. On dirait même qu'actuellement, depuis... j'arrive plus à me rappeler de la ministre de l'Éducation nationale à l'époque de Hollande. En tout cas, avec le détournement de... Il y avait Vincent Payon, mais non, Vincent Payon c'était le ministre de l'Éducation nationale, et c'est tous des féroces francs-maçons. Et quand ils ont voulu, ils enseignaient, ils ramènent des livres aussi maintenant qui promouvent la liberté sexuelle à travers les écoles. Tout ça, qui fait cela? Détruire les valeurs. Les francs-maçons, en réalité, ou les gens qui sont affiliés. Et comme par hasard maintenant, le programme qui a été mis en place à l'époque de Voltaire, vous le retrouvez. Et ces maîtres d'école étaient précisément ceux qui publiquement, à l'exemple de Voltaire, ils font semblant d'être religieux. Leur devoir religieux avec la dévotion la plus démonstrative. Plus de 20 années après, en 1789, entre les atrocités de la prise de la Bastille et celle des massacres d'octobre, à Monsieur le Roi, lieutenant des chasses royales, s'écrie avec des sanglots, dans un dîner raconté par Barruel et qui avait lieu chez Monsieur d'Angevilliers, intendant des bâtiments du roi, j'étais le secrétaire du comité à qui vous devez cette révolution, et j'en mourrais de douleur et de remords. Ce comité se tenait chez le baron d'Holbach. Nos principaux membres étaient d'Alembert, d'Urgot, Condorcet, Diderot, la Harpe et ce Lamoignon qui s'est tué dans son parc. La plupart de ces livres que vous avez vus paraître depuis longtemps contre la religion, les mœurs et le gouvernement étaient notre ouvrage. Et nous envoyions à des colporteurs qui les recevaient pour rien ou presque rien et les vendaient au plus bas prix. Voilà ce qui a changé ce peuple et l'a conduit au point où vous le voyez aujourd'hui. Oui, j'en mourrais de douleur et de remords. Après, il n'y a pas de complot. Il n'y en a pas. Apparemment, j'ai mis un marque-page ici, mais je ne trouve pas le début parce que normalement j'ai... Ah, donc maintenant Adam Weishaupt. Adam Weishaupt qui est le fondateur des Illuminés de Bavière. Regardez comment il a conspiré pour créer, entre autres, la Révolution française. Weishaupt, en 1781, convoquait pour l'année suivante à Wilhelmsbad un grand congrès de la franc-maçonnerie universelle, où les délégations arrivaient en masse de France, de Belgique, de Suède, d'Italie, d'Angleterre, d'Espagne, d'Amérique et de tous les points du globe.
Est-il exact, comme on l'a dit, qu'on a arrêté 10 ans d'avance dans cette tenue de Wilhelmsbad la mise à mort de Louis XVI et presque toute la terreur? On peut affirmer dans tous les cas que 3 ans plus tard, la mort du roi de Suède et celle de Louis XVI étaient décidées dans une tenue de Francfort, donc dans les loges. En 1785, comme l'atteste une lettre du cardinal Mathieu, archevêque de Besançon, rappelé et cité dans la France juive de Drummond. Il y a dans mon pays, écrit le cardinal Mathieu, à la date du 7 avril 1875, bien sûr un livre que je vous conseille fortement, il est disponible en PDF, La France juive de Édouard Dumont. Il y a dans mon pays, écrit le cardinal Mathieu, à la date du 7 avril 1875, un détail que je puis vous donner comme certain. Il y eut à Francfort, en 1785, une assemblée de francs-maçons où furent convoqués 2 hommes considérables de Besançon, qui faisaient partie de la société M. de Raymond, inspecteur des postes, et M. Maire de Boulignet, président du Parlement. Dans cette réunion, le meurtre du roi de Suède et celui de Louis XVI furent résolus. Messieurs de Raymond et de Boulignet revinrent consternés en se promettant de ne jamais remettre les pieds dans une loge et de se garder le secret. Le dernier survivant l'a dit à M. Bourgon. Vous avez pu entendre parler ici car il a laissé une grande réputation de probité, de droiture et de fermeté parmi nous. Je l'ai beaucoup connu et pendant bien longtemps que je suis à Besançon depuis 42 ans. Donc tout cela a été prévu par les francs-maçons, toute cette révolution. C'est également à cette époque que l'écrivain Cazotte, qui avait appartenu aux Illuminés français, les Illuminati, donc de Weishaupt, illuministes français, faisait un soir dans un dîner cette soi-disant prophétie dont la réalisation devait évidemment comporter une grande part de coïncidence, mais qui était aussi avant tout comme celle de Cagliostro, et sans aucun doute possible de l'information anticipée. Il disait aux convives qui s'en amusaient beaucoup, 3 ou 4 ans avant 1789, « Vous, monsieur Bailly, et vous, monsieur de Malesherbes, vous mourrez sur échafaud. Vous, madame, on vous conduira en charrette, les mains liées derrière le dos, à la place des exécutions. » « Mais monsieur le prophète, lui répondait en riant la richesse de Gramont, ne me laisserez-vous pas au moins un confesseur? Non, madame, non, lui répondait Cazotte énigmatique. Non, mais vous n'en aurez pas, et le dernier supplicié qui en aura un sera le roi. Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, livre 1er, chapitre 3, les révolutionnaires mystiques. Donc, bizarrement, ces phrases-là, tout a été fait selon le plan des francs-maçons. C'est comme ça que ça s'est passé, en définitive, dans la véritable histoire. Qu'est-ce que je vous dis? Oui. Un dernier passage de ce livre de Maurice Telmer. Ainsi, la franc-maçonnerie au dernier degré de l'extension de la puissance et de la concentralisation, les loges de Paris réunissant les hommes qui seront tous également ceux de la Révolution. Ces loges ralliées à l'illuminisme, donc les illuminés de Bavière, les Illuminati, qui poursuivent par la conjuration le retour à l'état sauvage et la destruction des nationalités, comme on le voit actuellement, avec en masse, dans un but de destruction des nations, voulu par les mondialistes, une masse de réfugiés, alors que ces mondialistes eux-mêmes ont créé les guerres chez eux, en se mêlant de choses qui ne les concernent pas. Par exemple en Libye ou ailleurs, qui en vérité n'ont créé que le chaos et engendré un afflux massif de réfugiés. Le retour à l'état sauvage et à la destruction des nationalités, enfin les bandits et les assassins de métier, tout à coup recrutés comme frères, de même qu'un grand nombre de soldats, voilà exactement où nous en sommes, au moment où vont se succéder avec une précipitation et une rapidité sans précédent, comme les tableaux machinés d'un opéra, l'apparition du club des Jacobins, la prise de la Bastille, les incendies des châteaux, les paniques de la province, les journées d'octobre, le 20 juin, le 10 août, les massacres de septembre, puis l'emprisonnement du roi, sa condamnation et sa mort. Je me suis trompé, j'ai encore un petit passage à vous. Et d'ailleurs, on va conclure ce sujet de la Révolution. Je vais vous parler de Mariam tout de suite là. Il faut abréger, mais toute la Révolution, ou presque toute la Révolution, est dans la Révolution,
presque toute la journée révolutionnaire s'explique ainsi par une permanente conjuration d'éloges, où rien n'est aussi complètement absent que la spontanéité, où les deux moyens de machination selon les prescriptions exactes de Weishaupt ne cessent jamais d'être un seul instant, la trahison la plus prodigieusement répandue et la plus sauvage violence. Les fêtes de trahison rempliraient des volumes, quoique servis encore par quelques fidélités admirables comme celle de Manda, qui ne fut certainement massacré que parce qu'il était fidèle, le roi et la reine étaient en réalité tout entourés et tout enveloppés de traîtres. C'est ce Savalette de l'Ange, si judicieusement placé à l'emploi de garde du trésor royal, c'est le ministre Necker que toute une conspiration en règle impose à Louis XVI, et qui n'est mis là que pour le perdre. C'est cette femme Rochereuil qui joue avec tant de démonstrations larmoyantes la comédie du dévouement à la reine, afin de se faire attacher de plus près à sa personne, et qui vient dénoncer en secret au comité des recherches toutes les préparatifs de la fuite à Varennes. C'est Madame Necker elle-même, la femme du ministre en fonction, et qui écrit à son frère le franc-maçon Germain, au moment des massacres d'octobre, pendant lesquels les bandes de massacreurs envahissent le château de Versailles pour y tuer le roi et la reine, soyez tranquille, tout ira bien. Barwell, Mémoire, tome 5, page 125-126. Voilà. Et après, nous avons Amarnak Shawani qui appelle ce livre Islam, liberté, égalité, fraternité, tout en étant un prêcheur chiite. C'est ça qui me désole. Comment, en tant que chiite, toi, Amarnak Shawani, t'arrives à parler comme ça. Bon, Marianne, hein, parce que là, j'ai cru que c'était Marianne, mais apparemment, c'est une Marianne musulmane, bizarrement, avec un foulard où on voit ses cheveux, parce qu'il faut être un peu moderne. Hein. Mais on dirait une Marianne, hein, parce que maintenant, de toute façon, les Mariannes commencent à avoir des visages de déglingués. Donc, on les choisit même parmi les. J'ai oublié les femmes ou autres. Il y en avait une qui était proposée pour cela. Je ne sais pas si ça s'est fait. Mais je vais vous parler tout de suite quelle est l'origine de Marianne. Donc d'abord, un premier point, qui est en vérité suffisant comme symbole, c'est le tableau d'Eugène Delacroix. La liberté pendant le peuple, 1830. Une femme avec un drapeau, un bonnet phrygien et un sein à l'air. Hein, c'est pas les valeurs chrétiennes. Si on dirait que c'est une prostituée, c'est une femme de rue. Hein. Comment ça se fait qu'elle est toute nue, je sais pas. À l'époque, ils avaient des vêtements. Hein. C'était pas l'époque de la préhistoire. Hein. Ou bien la version imaginée de ça aussi, des pareils de ceux qui falsifient l'histoire sur le Moyen-Âge. Hein. C'est pas ça. On est en 1830. Ils ont des vêtements. Elle a le sein à l'air. Donc Marianne, c'est le nouveau symbole de la liberté, conquise par la Révolution, prendra rapidement la place du roi sur toutes les monnaies et autres insignes officiels. À la place du nom du roi figurera désormais République française. Elle est coiffée d'un bonnet phrygien. Les premières représentations d'une femme à bonnet phrygien datent de l'Antiquité, carrément. Vous voyez encore, hein? Bonnet phrygien, Antiquité. Les Grecs, les francs-maçons, le lien franc-maçon, Antiquité. Donc, date de l'Antiquité romaine, c'est une allégorie, romaine ou grecque, hein, gréco-romaine, c'est une allégorie de la liberté. Le bonnet phrygien et la coiffure du dieu perse Mitra. Voilà, on retrouve encore Mitra. Vous avez vu Voltaire, les mystères de Mitra. Ces symboles sont reliés à l'Antiquité gréco-romaine, Athéna pour le côté guerrière, ou Déméter pour le côté nourricière. Quel est le lien avec nous? Je ne sais pas. Le lien avec la France. Pour cette phrase, ces symboles reliés à l'Antiquité gréco-romaine, c'est Athéna pour le côté guerrière, Déméter pour le côté nourricière. C'est une citation de Maurice Alguelon dans un usage de la femme au XIXe siècle. L'allégorie de la République, romantisme, 1976, volume 6, numéro 13, page 143-152. J'ai rien d'autre à ajouter, je crois que c'est clair. Donc déjà, rien que le titre de ce livre est très très suspect. Nous allons l'analyser. Là, c'était l'introduction. Après, je vais vous parler de l'avant-propos, la préface de M. Ramadan, qui était invité dans une conférence Loge Blanche. Hein. Donc Loge Blanche, soi-disant un ami des francs-maçons qui vient nous parler, donc qui est invité pour parler d'un sujet bien précis.
Et tous ces gens-là se retrouvent. Tariq Obrou, l'imam de Bordeaux, qui est connu comme étant un franc-maçon, etc., etc. Il n'y a pas de hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard que Seyyed Amar Nakshawani fait préfacer son livre par Tariq Ramadan et qu'il l'appelle Islam, liberté, égalité, fraternité. Alors que l'islam n'a rien à voir avec ce discours de liberté, égalité, fraternité. Et bien sûr, à travers toute cette série, je vais vous montrer que sa vision de l'islam, de bisounoursisme, de bisounours, très gentil, n'a rien à voir avec l'islam authentique, même bien sûr l'islam de Ahl-el-Bayt, alayhum salam. J'en ai terminé avec ce sujet. Donc la prochaine fois, ça sera l'avant-propos de lecture de préface et l'avant-propos de Seyyed Amar Nakshawani. Yaktafi bihadha al-qadr, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.